مرحبا بك. مرحبا بكم. Au fait, j'avais refusé de passer une deuxième fois dans un TEDx parce que j'ai quelque chose qui est enregistré et qui amuse certaines personnes et qui offusque beaucoup d'autres sur ma vie réelle, comment je suis là aujourd'hui. Et ce matin, un de mes maîtres m'avait dit, tu te rappelles, est-ce que tu as raconté la dernière fois? Je lui ai dit pourquoi. Il me dit, ne nous raconte pas la même chose que ce que tu as fait la dernière fois. Et je vais essayer de remplacer ici Badardine Oueli, qui, pour des raisons de force majeure, n'a pas pu être parmi vous, pour essayer de passer en revue l'histoire moderne de la Tunisie en matière d'éducation. Le thème de ce TEDx, c'est réformer l'éducation. Alors la question que je me pose, si on parle de réformer quelque chose, c'est que quelque part on a déformé. Et je vais essayer de vous raconter comment, depuis l'indépendance jusqu'à maintenant, comment cette activité qui est fondamentale et vitale pour notre jeunesse, comment nous en avons bénéficié lorsqu'on était aussi jeune que vous, et comment aujourd'hui on est en train de vous léguer un héritage où on vous a mis dans un enfer. Parce que 250 000 diplômés de l'enseignement supérieur qui sont au chômage, c'est un vrai enfer. Est-ce que réellement, on aurait pu éviter cela? Est-ce que l'éducation qui est aujourd'hui usitée en Tunisie, est-ce qu'elle n'a pas à changer pour pouvoir servir les jeunes? Le lendemain d'indépendance, l'université tunisienne a vu les jours juste au lendemain de l'indépendance, vers les années 60. Et nous, on était une poignée, je me rappelle, à la rue de Rome, la faculté de sciences était là-bas. On était en tout pour tout, vers les années 60, peut-être 400 Tunisiens dans la faculté de sciences. Et le deuxième établissement d'enseignement supérieur, c'était le 9 avril, actuellement l'université des lettres, qui comptait peut-être 2 fois plus parce qu'il y avait beaucoup plus de jeunes qui suivent les lettres et les sciences juridiques que les scientifiques. Il y avait 2 ou 3 docteurs d'État en physique tunisiens. Et pour nous, c'était des Einstein qui nous sont arrivés. Et on ne pensait jamais que la Tunisie pouvait un jour se mêler de la science avec cette profondeur. Notre génération a eu la chance d'avoir ces maîtres qui ont consacré toute leur vie à construire l'université tunisienne et à faire en sorte que nous, en sortant de cette université, le marché du travail nous attend. Non seulement il nous attend, mais on avait un choix infini de carrière et on pouvait faire tout ce qui se passait dans notre tête, quelle que soit la mention du baccalauréat. Cette opération s'est améliorée petit à petit. Il y avait un peu plus d'étudiants qu'on l'était. Et à un certain moment, on est devenu trop nombreux pour cette petite université. Et les options commençaient à souffrir de manque de place pour nos jeunes. Donc tous les jeunes Tunisiens veulent devenir médecins. Tous les jeunes Tunisiens veulent devenir des ingénieurs. Tous les jeunes Tunisiens veulent avoir les meilleures carrières possibles. Et la capacité d'accueil des universités n'avait pas suivi pour pouvoir accueillir tout le monde. Et du coup, on a vu naître un monstre. C'est ce monstre aujourd'hui qui a fait du système éducatif ce qu'il est aujourd'hui. Ce monstre, je l'appelle, c'est l'orientation. L'orientation, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait en sorte que les institutions les plus prisées, vous devez être Einstein en physique,
points carrés en mathématiques, et plus que ça, pour pouvoir être parmi les quelques candidats pour aller en médecine. Pour l'histoire, beaucoup de nos camarades qui avaient fait lettres, parce qu'ils n'avaient rien à voir avec les sciences, sont aujourd'hui d'excellents médecins. Alors on se dit, est-ce que réellement on a besoin d'autant de sciences, de maths et de physique pour pouvoir former un médecin? On a utilisé ces deux matières pour pouvoir sélectionner nos enfants. Les parents, c'est légitime. Quel est leur rêve? C'est de voir que leurs enfants ont réussi dans ces formations de choix. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, une gabegie dans l'éducation, puisque aussi bien le maître à l'école primaire que le professeur du secondaire, qu'actuellement les professeurs au supérieur, tout le monde s'est mis à faire des heures supplémentaires pour favoriser les jeunes et les amener à réussir le meilleur du baccalauréat. Et de là est née cette fracture sociale. Ceux qui ont les moyens financiers, ils se payent des heures supplémentaires comme vous les connaissez bien. Peut-être vous êtes des clients. Et les parents, étant peut-être pas capables de suivre leurs étudiants comme le faisaient nos parents, ils payaient très très cher pour que leurs enfants puissent devenir des machines de mathématiques et de physique et les amener à avoir des baccalauréats avec des moyennes indécentes, parce qu'on est arrivé à plus que 20 de moyenne. Et on s'étonne au jour d'aujourd'hui que cette université ait produit 250 000 diplômés qui ne seront jamais employés. Non pas parce qu'il n'y a pas de travail en Tunisie, et surtout à l'international, mais parce que l'éducation qu'ils ont eue pendant toute la péripétie du primaire au supérieur, personne n'a pensé à ce que doit être ce futur citoyen pour qu'il soit utile pour un secteur d'activité. Tout le monde est formaté de la même manière, et nos jeunes pensent au jour d'aujourd'hui, puisqu'ils sont des champions en toutes catégories, en maths et en physique, dès le moment où ils ont eu leur diplôme, ça leur donne des droits. Et ce droit, maintenant, pendant la Révolution, en arabe, est devenu istahqaq. Puisque j'ai un diplôme, donnez-moi un boulot. Alors que dans les pays développés, le diplôme, c'est une clé. C'est une clé qui permet aux jeunes d'aller vendre leur expertise au marché de travail. Et ce marché de travail est divers. C'est en Tunisie assez important pour le public. Il devient maintenant un peu plus important pour le privé. Si le public fait des concours, il n'est pas très regardant sur la qualité de ceux qui sont recrutés. Pendant la Révolution, vous savez très bien que le recrutement se fait. Il y a eu, je crois, 50 000 emplois qui ont été créés. Quels étaient les critères? C'est avoir un diplôme, être au chômage pendant très longtemps, et la priorité provient de jeunes qui viennent de sociétés totalement cassées, brisées. Ces critères sont bons. Socialement, ils sont bons, parce qu'on s'intéresse aux jeunes qui n'ont pas les moyens. Donc, c'est juste. C'est bon parce qu'un diplômé qui reste assez longtemps au chômage, il souffre un peu plus que les autres. Mais c'est mauvais pour l'administration. Parce que notre administration, c'est quand même la colonne vertébrale du développement économique du pays. On ne peut pas lui envoyer des jeunes qui n'ont aucune qualité pour pouvoir occuper les postes qu'ils sont en train d'occuper aujourd'hui. Et j'avais suggéré à un des premiers ministres de la Révolution, je lui ai dit, écoutez, tout ce que vous avez fait, c'est bon, mais vous aurez dû dépenser de l'argent pour faire en sorte que ces jeunes qui sont sélectionnés puissent être formés pendant 4 mois, 5 mois au boulot qu'ils vont occuper. Comme ça, dès le moment où ils rentrent,
ils ont les qualifications qui leur permettent de pouvoir servir le citoyen. Mais si vous les mettez en l'état, eh bien, l'administration elle ronfle, et maintenant elle dit bof. Elle est totalement à genoux parce que on n'a pas le droit de pouvoir lui faire ce type de recrutement. Mais ces choses-là n'intéressent pas les politiques, au fait. Les politiques, ce qu'ils veulent, c'est régner, rester le plus longtemps possible au pouvoir. Et les vrais problèmes, je les laisse en héritage pour ceux qui vont me remplacer. Et donc, c'est, comme on dit en arabe, et cette manière de faire, c'est devenu une manière de faire de tous les politiciens. Ils vous vendent monts et merveilles et ils font des activités et ensuite on voit le résultat ensuite, c'est catastrophique. Et on se dit pourquoi? Est-ce que réellement, au jour d'aujourd'hui, cet outil fondamental qui est le secteur éducatif, est-ce qu'on ne peut pas reprendre et faire en sorte que ce système soit aussi performant que tout le système mondial? Lorsque nous avons participé avec les pays de l'OCDE pour pouvoir faire des tests pour les élèves de 15 ans sur leur manière d'utiliser la science dans la vie de tous les jours, ben on était parmi les 5 derniers. Parce qu'on apprend des mathématiques très abstraites et on ne sait pas acheter quelque chose avec des taux d'intérêt dans la rue. Nous, on a eu la chance, vers les années 50, d'apprendre les mathématiques au marché, dans les champs. Et on savait à quoi utiliser justement ces séances de base. Aujourd'hui, les pays riches nous jalousent parce que nous avons cette jeunesse. C'est une richesse fabuleuse. Eux sont en train de vieillir. Et tout le monde sait que l'Europe, très proche, elle a monté une politique qui a été labellisée par notre ami Sarkozy, c'est l'immigration choisie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils viennent écrémer les meilleures compétences tunisiennes pour pouvoir leur donner la possibilité de servir l'économie française. Les Américains font la même chose pour les Français. Donc, ils vont chercher les meilleures compétences françaises et ils développent leur économie. Et le monde entier, au jour d'aujourd'hui, est en course pour pouvoir employer les meilleures compétences. Donc, le maître mot, c'est il n'y a plus un pays qui est fermé pour ses enfants. Le marché du travail, actuellement, il y a une concurrence internationale. Et si vous avez les mêmes compétences et vous avez d'autres qualités au point de vue coût de production, probablement vous allez travailler, d'autres ne travailleront pas. Prenez l'exemple de l'Inde. Après nous, ils sont partis dans les nouvelles technologies. Et aujourd'hui, 95% des logiciels sont produits sous leurs cieux. Qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous? Rien du tout. Ce qu'ils ont eu de plus de nous, c'est des dirigeants qui étaient clairvoyants, qui ont pris une stratégie. Nous avons commencé l'enseignement de l'informatique depuis les années 70 et on pensait que l'informatique, c'est quelques personnes qui doivent être réellement ingénieurs. Et à chaque fois qu'une société multinationale s'est déplacée ici pour pouvoir chercher des compétences pour qu'on travaille avec, ben, tout de suite, ils partent ailleurs parce que nous n'avons pas le nombre suffisant. Alors que nous sommes capables au jour d'aujourd'hui, et nous avons fait une expérience pour prouver que lorsque des jeunes ont une volonté farouche de devenir super compétents, quelle que soit le mention de leur bac, avec une pédagogie active qui est dédiée pour eux, et lorsqu'on les met au centre du système et qu'on les fait travailler ce qu'il faut, ben, le marché du travail leur a été ouvert, alors qu'on appartient à un secteur privé qui est haï par tous les Tunisiens. La seule chose que nous avons respectée, c'est notre client, qui est le marché du travail. Et on a montré, on a prouvé que c'est facile. Est-ce que cette opération ne pourrait pas être reproduite par tous les établissements d'enseignement supérieur? Si, à la condition que mes collègues de l'enseignement supérieur pensent, une fois pour toutes, que
l'université, ce n'est pas pour servir leurs intérêts. L'université les a accueillis pour qu'ils servent l'intérêt de l'étudiant, pour qu'ils se mettent au service de l'étudiant, pour que l'étudiant soit tout le temps devant eux et qu'il est en train de travailler sous leur contrôle. Or, c'est cette chose-là qui a disparu. Et chacun de nous a créé donc un petit endroit où il vend un peu son savoir à qui paye le mieux. Vous allez avoir des conférences où on va vous montrer que maintenant le savoir, c'est la chose la plus abondante et d'une façon gratuite pour l'humanité. C'est inutile de l'apprendre pour pouvoir venir ensuite la restituer. Ça ne sert absolument à rien. La science, qui est partagée par toute l'humanité, elle n'est utile que si vous êtes capable de pouvoir l'utiliser pour pouvoir produire des biens et des services et enrichir votre pays. Ça demande une autre pédagogie. Il faut qu'on abandonne la pédagogie akhra ou sabba et adopter une autre pédagogie. Il y aura des intervenants pour pouvoir vous le raconter. C'est la science, vous l'avez. Les problèmes que vous avez à résoudre, on vous les confie. Et l'enseignant devient un coach. Et tout de suite, nous avons un autre étudiant qui est impliqué, qui vient tous les jours, le soir, samedi, dimanche, sans qu'on l'oublie, ne prend pas de vacances. Et comme vous dites, il s'éclate par les choses qui les amusent pour pouvoir le faire. Et je voudrais féliciter les jeunes d'esprit qui ont monté cet TEDx et qui va nous permettre d'entendre des choses inimaginables. Les experts qui vont venir aujourd'hui vous raconter ce qui est devenu l'éducation, vous allez être ahuris et la Tunisie n'a pas le droit de rester en arrière par rapport à ce qui se fait au jour d'aujourd'hui. Et vous devez être certain, dès le moment où vous avez une volonté de réussir, c'est absolument c'est absolument possible, dès le moment où les enseignants qui vous prennent en charge, ils croient en vous et ils vous coachent. Et vous devez, pendant cette révolution, continuer à vous révolter, qu'on vous traite comme, je dis tout le temps, un rasabsal, vous n'intéressez personne, et à la fin, on vous torture pour pouvoir vous sortir de votre mémoire quelques renseignements, et on vous donne un diplôme qui vous rend malheureux. Je termine là-dessus, et révoltez-vous, révoltez-vous, révoltez-vous pour que vous soyez les meilleurs de la planète.